Et j'ai revu les Tortues Ninja, les 5 premiers épisodes. Tu parles de quoi, de la nouvelle série? Non, de la série de 88. Ah. Mais en fait, c'est complètement naze. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Derniers de la classe, le podcast qui t'envoie en rattrapage pour Halloween. Alors, on va fêter les morts. Alors, on va fêter les morts à la manière anglo-saxonne avec des bons becs et des costumes chelous. Toujours accompagné du spectaculaire de mon comparse, du phénoménal, du flamboyant William West. Comment ça va? Ça va, merci. Et toi, Toki? Bah ça va, parce que en fait on a passé la journée ensemble. Bah oui, c'est vrai. Donc oui, ça va, on a fait plein de trucs. On a pas mal bossé, et puis on finit en beauté, puisqu'il est très tard au moment où on enregistre. Mais voilà, donc non, c'était une bonne journée, j'ai envie de dire. Ouais, franchement, on aurait dû se mettre dans le noir pour se mettre dans l'ambiance. On aurait dû faire un documentaire sur notre journée. Mais ouais. Et essayer de le vendre. À Netflix. Oui, bah évidemment, évidemment, totalement, ouais. Eh ben, on est de retour, parce que, bah, en fait, bah, oui, pour vous, rien n'a changé, mais en fait, ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré un épisode, et donc, pour nous, c'est un peu notre rentrée, on va dire. Tardive, mais c'est notre rentrée. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas enregistré, on avait enregistré beaucoup d'épisodes en avance, et puis là, on est de retour sur, j'ai envie de dire, sur un calendrier qui nous est favorable, puisque on va parler de Beetlejuice, qui a une actu, En plus, contre toute attente, j'ai envie de dire. Alors, il a une actu, bon, c'est plus trop le cas au moment où, même au moment où on enregistre cet épisode, c'est plus vraiment le cas, mais bon, il a une actu, en tout cas, on parle de lui au box-office, et de The Mask, qui n'a pas du tout d'actu. non. Si ce n'est, je crois, une ressortie en intégrale. Mais pareil, je crois que c'est un peu vieux maintenant, ça doit faire 1 an que l'intégrale est ressortie, je sais plus chez qui d'ailleurs. En tout cas, ça nous est parvenu en France. Il y a un éditeur qui a fait des intégrales de The Mask, c'est très cool. Mais l'actu, on va dire, s'arrête là. Mais attention, nous savons que après un de nos podcasts, il se peut que on entende une news qui dise que Jim Carrey reproduit un nouveau The Mask, quelque chose comme ça, quoi. Putain, t'imagines le délire. Tu sais quoi, ça serait pas pour me déplaire. On va en parler, justement. Parce que je pense que dans l'époque qu'on vit, où, pour des raisons, en fait, que je n'évoquerai pas ici, j'ai une théorie, en fait, sur pourquoi est-ce que les années 80 reviennent à ce point-là, les années 90 reviennent à ce point-là, et pourquoi est-ce qu'on reboot, remake, tout et n'importe quoi. Mais ce serait trop long à développer, et on est les derniers de la classe, et c'est pas le sujet. Mais, même si c'est une vague qui me saoule et qui m'énerve, c'est la seule série que j'aimerais revoir au cinéma, en fait, The Mask, parce que je pense que si on devait reprendre en fait des séries de notre enfance, c'est vraiment celle-ci qui devrait revenir pour justement son matériau de base, donc la bande dessinée sur laquelle on va revenir. Mais oui, du coup, on va essayer de les faire dans l'ordre, même si ça va être compliqué de les faire dans l'ordre, parce que, petite intro, Beetlejuice et The Mask, pour moi, sont très très liés. Alors, je parle du concept, pas forcément les dessins animés, même si en termes de temporalité, on est sur quelque chose de relativement proche, mais ces deux séries sont très très liées selon moi parce que on est sur des séries qui racontent des choses extrêmement trash sur le ton de la blague. C'est vrai. Dans les deux cas. Dans les deux cas. Beetlejuice, lui à la base c'est un film, c'est totalement un film, il n'y avait rien avant, qui raconte des choses hardcore, en vrai. Toute l'imagerie, tout ce qui est montré dans le film, c'est des images juste mais terrifiantes en vrai. Voilà. Et The Mask, lui, ça vient d'une bande dessinée, par contre, à la base, on va en revenir en détail, qui raconte donc des choses qui sont extrêmement vénères, mais sous un aspect un peu humour noir, satire, avec une note de cynisme, en fait, sur ce que c'est en train de raconter. Mais en vrai, c'est ultra trash quand même. Ça reste trash, ouais. Donc, forcément, thématiquement, les deux se rejoignent et ça va être un peu compliqué de les dissocier. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Et puis, même si on n'y arrive pas, c'est pas grave, puisque en fait, on s'en fout, c'est notre podcast. Donc, je te lance tout de suite. Allez, sans plus attendre. William West, qu'est-ce que c'est Beetlejuice? Alors, déjà, avant de commencer sur Beetlejuice, il faut savoir que, typiquement, si vous avez écouté nos autres podcasts, on est sur un peu le même principe que le podcast précédent. Ah, totalement. Justement, c'est Beetlejuice comme The Mask sont des suites directes du film. Des films, exactement. Donc ça reprend plus ou moins là où le film se termine, avec quelques petits changements, comme on l'a vu sur Men in Black ou Godzilla, ou des petits changements scénaristiques
permettre de faire la continuation de ce dessin animé. Une autre chose aussi qui est assez significative par rapport à les derniers de la classe, comme d'habitude, on est sur généralement des dessins animés qui n'ont pas une longue longévité. On a fait quelques écarts, on a fait quelques hors-pistes. Hein. Quelques hors-pistes, mais voilà, c'est pas souvent le cas. Et là, pour le coup, on part sur Beetlejuice, qui est quand même 4 saisons, 96 épisodes. Mm-hmm. Donc c'est une série américaine qui est produite aussi par Tim Burton, comme le film, on reviendra un peu dessus. Qui est carrément adapté par Tim Burton. Oui, et qui a une longévité en France aussi, qui est énorme. Donc ça sort en 89, de 89 à 91 sur ABC, et ensuite de 91 à 92 sur Fox Kids aux États-Unis. Et la première fois qu'elle est diffusée en France, c'est sur Canal+ en 90, dans Décode pas Bunny. Et si vous vous rappelez de ça, c'était génial quand même. Décode pas Bunny. On en a parlé pour l'épisode de Freakazoid. Et ensuite qui est rediffusée, mais sur pratiquement toutes les chaînes hertziennes. Donc ça passe par France 2 avec la planète de Donkey Kong, sur France 3 avec les Minicums, sur Canal J en 99, sur Cartoon Network en 2002, et aussi sur M6 Kids, ça passe partout. Cette série a une longévité et est rediffusée sur toutes les chaînes à un moment ou à un autre dans les années 90. Ah, totalement, ouais. Je pense que c'est juste parce qu'en fait c'est cool. C'est ça. Donc, pour reprendre un peu l'histoire, on suit donc Lydia, donc la même Lydia du film. On fera le résumé du film aussi un petit peu. Donc une petite jeune gothique qui part dans des aventures avec Mr. Beetlejuice dans son monde de l'au-delà et des fois dans le monde humain. Il n'y a pas vraiment de suite entre chaque épisode. Hein. C'est vraiment une histoire qui est dans l'épisode, mais qui est sur lequel on se retrouve dans des mondes assez loufoques et burtoniens. Donc des monstres assez décalés. Le monde est complètement loufoque et on ne sait jamais à quoi vraiment s'attendre dans l'épisode, de par le personnage de Beetlejuice que par le monde dans lequel il vit. Ouais, en fait, j'aimerais directement rentrer dans le truc. Effectivement, pour moi, je t'avouerai que parce que c'est toi qui as choisi les 2 épisodes, les 2 dessins animés. Et on les a regroupés thématiquement de manière assez fluide. Moi, j'avais un peu peur parce que, on va pas se mentir, il y a des épisodes, je pense qu'on a dans des épisodes en fait du podcast, il y a des dessins animés qu'on a traités où, même si je l'ai dit dans un précédent épisode, on le sait que c'est pas bien. On le sait que ces dessins animés, ils étaient vraiment pas bien. C'est juste qu'on en parle avec notre nostalgie et que en moyenne 90% des dessins animés dont on parle, en vrai, ils sont pas terribles. Et donc, là, il y avait aussi une volonté sur les derniers épisodes d'essayer de regarder des trucs qui nous parlaient un peu plus, genre Cadillac et Dinosaures, tu vois, ou Titan AE, de faire un truc sur Titan AE. Et puis, je pense, même si ça n'a pas marché sur moi, je pense que c'était aussi cette volonté quand on fait Men in Black et Godzilla, parce que c'est des trucs un peu plus sérieux, un peu plus adultes. Là, quand on revoit Beetlejuice et The Mask, c'est vraiment pour les enfants. Donc, j'avais cette espèce d'a priori en tout cas d'appréhension de ça va encore me saouler, ça va encore être pas terrible. Je le dis, je trouve pas ça terrible, en vrai. Mais j'ai pas du tout passé un mauvais moment devant Beetlejuice, pour plein de raisons. Déjà parce que, comme on vient de le dire, Tim Burton, il l'adapte lui-même. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà on peut effectivement rappeler rapidement ce que c'est Beetlejuice, mais avant ça, il faut peut-être parler de Tim Burton. Tim Burton, donc c'est un réalisateur en fait qui commence sa carrière à Disney. Il la commence en 78, si je ne dis pas de bêtises. Il commence en 78 chez Disney, et lui son délire c'est de faire du macabre, mais du rigolo macabre. Oh. Ce qui ne passera pas du tout. Donc à la base. Non mais ça aurait pu, par contre. Mais après, visiblement, dès que tu fais un truc un peu sérieux chez Disney dans ces eaux-là, ils sont pas forcément contents. Donc en 78, il fait pas grand-chose, mais on va dire que le point de rupture avec Disney, ça va être Frankenweenie. Je vous le donne en 1984, parce que évidemment, là, les mecs disent, là t'es chiant. Pour ceux qui ont vu Frankenweenie, c'est pas terrifiant non plus, mais c'est juste que c'est complètement en désaccord avec ce que la maison mère a en tête. Et donc ça déplaira. En fait, je crois que l'histoire, c'est vraiment le point de rupture, c'est que ça devait sortir parce que c'est un court-métrage à la base, Frankenweenie, et donc c'est l'univers décalé, trashos, rigolo de Tim Burton, et ça devait sortir dans une ressortie DVD ou je sais plus quoi,
VHS ou peut-être même cinéma, et les mecs font non en fait, on va pas le faire. Donc, on t'a dit qu'on allait le faire, mais non, parce que c'est Frankenweenie. Donc là, Tim Burton il se casse, il commence à développer son univers. Là, il commence à faire des films. Il se fera un nom avec c'est quoi le nom du film? C'est Pee-wee the Big Adventure, je crois, un truc comme ça. Ouais. Là, il se fait un vrai nom. Et derrière, donc, il s'attelle donc au projet Beetlejuice qu'on lui met entre les mains, je crois. Là, en fait, c'est un vrai carton Beetlejuice. C'est genre, alors, faudrait que je me rappelle de comment ça se passe, mais en fait, pareil. Les deux séries dont on parle, elles sont très proches. Donc déjà, thématiquement, elles sont très proches. Mais pareil, c'est le film The Mask et le film Beetlejuice, c'est des lanceurs de carrière. Oui. C'est que, avec le film Beetlejuice, Tim Burton, c'est bon. Ça sort en 88, c'est bon. Il est établi comme étant un réalisateur extrêmement fort et à suivre à Hollywood. Et il lance la carrière de Michael Keaton. Et révèle Winona Ryder. Et il révèle Winona Ryder, totalement, ouais. Et pour The Mask, c'est complètement le film qui dira qu'en fait, il faut suivre la carrière de Jim Carrey, même s'il avait déjà fait des trucs avant. Mais là, on parle de grand public, on parle c'est des monstres, en fait, Beetlejuice. Michael Keaton, avant ça, parce qu'il était déjà, entre guillemets, pressenti pour faire Batman, mais avant ça, il avait fait, les Américains, eux, on n'en voulait pas parce qu'il avait fait un truc genre Mr. Woman, ou, je sais plus, j'ai pas vu le film. Mais bon, bref, il avait fait un film où genre une comédie romantique, et le mec disait, mais comment ça se fait que le mec ce mec avec cette tronche rigolote peut jouer Bruce Wayne? Et je crois que c'est le producteur, ça doit être Geffen ou un truc comme ça, David Geffen. Je vais revérifier dans 2 secondes, de toute façon, je donnerai la vraie info après. Mais qui dira à Tim Burton, parce que en fait, Tim Burton ne voulait pas Michael Keaton, et je crois que c'est lui qui lui dit, non, mais fais-moi confiance, ce mec-là, c'est un psychopathe, en fait. Ce qui est complètement vrai, hein, Michael Keaton, c'est un malade. Et il lui dit, non, faut que tu le prennes pour jouer Beetlejuice, parce que c'est un putain de taré, ce mec, et il sera parfait pour le rôle. Quand il fait Beetlejuice, en gros, c'est bon. Derrière, l'année d'après, il fait Batman, quoi. Ouais. Tim Burton, c'est vraiment, en fait, son grand talent. Donc déjà, c'est un dessinateur. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit avec un œil visuel, graphique, en fait, sur ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il a des univers extrêmement marqués, qui sont vraiment distincts, en fait, de ce qui se fait ailleurs, quoi. C'est vraiment son univers. Et sa patte graphique, justement, comme c'est lui qui adapte le dessin animé, il faut aussi du chara-design pour le dessin animé, par exemple. Ouais. Il va le réadapter, et c'est vraiment suite au succès. Je crois que c'est l'année d'après qu'il lance l'adaptation, l'année d'après de la sortie de Beetlejuice, qu'il lance l'adaptation en dessin animé, quoi. C'est l'année d'après, juste après. Donc Beetlejuice, le film est en 88, je crois. c'est ça. Et là, 89, il sort. Ce qui se passe, c'est que Tim Burton, c'est vraiment le réalisateur qui, pour moi, s'est perdu. Moi, je le dis, c'est un réalisateur je comprends même pas, en fait, sa carrière. Je pense que j'ai arrêté de comprendre, en fait, ce qu'il essayait de faire depuis Big Fish. Parce que, même si je sais qu'il y a des gens qui vont râler, parce que Big Fish, ouais, c'est un film cool, machin, mais en fait, non, parce que moi, j'aime pas ce film. Et je trouve que c'est un point de rupture dans sa carrière, parce que Tim Burton, c'est un mec qui s'attelle, en fait, depuis le début de sa carrière, à dire la personne qui est l'outcast, en fait, le misfit, le monstre, c'est lui qui est intéressant. C'est pas quand tu rentres dans le moule qui est cool, c'est justement quand t'es en dehors de ça que t'es cool. Et c'est exactement sa vie, en fait, parce qu'il met un peu de lui dans ses films. Donc c'est exactement ce qui se passe pour son passage à Disney, quoi. C'est qu'il est pas à sa place. Et il est complètement... il est à l'ouest par rapport à ce qu'on lui demande de faire. Et c'est ce qu'il met en scène. C'est ce qu'il met en scène dans Édouard Romain d'Argent, c'est ce qu'il met en scène, en fait, dans tous ses films, tu vois. Ouais. Avec Beetlejuice, c'est exactement ce qu'il fait. Donc, pour résumer Beetlejuice, le film, c'est que c'est un couple qui meurt. Voilà. Au moment de rentrer dans leur maison qu'ils viennent d'acheter. Exactement. C'est un couple très heureux, très américain, tu vois. Ils sont pas blonds, mais ils sont très heureux, très américains. Non, c'est l'autre famille qui est blonde. Exactement. L'autre famille est très très blonde, quoi. Donc ils meurent et ils découvrent tous les mystères de l'au-delà. Et ça, c'est 50% du film. 30% du film, c'est eux qui se rendent compte que, en fait, ils sont voués à rester donc en tant que fantômes dans leur baraque. Et il y a des nouveaux propriétaires qui débarquent. C'est ça. Avec donc ils sont parfaitement, on va dire, intégrés à la société. Je sais même pas où ça se passe, mais ça ressemble à des mecs de San Francisco au dernier degré, tu vois, des gens un peu de la haute. Ah oui, c'est une famille pété, assez aisée, de très 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 haute classe, qui de toute façon vient avec un polo autour du cou et certainement va faire son golf après, oui, tout à fait. C'est ça. Et ils ont une fille qui, elle est complètement goth et donc qui est
on va dire, en dehors de ça, Contradiction. en contradiction totale, et qui, visiblement, est un peu une espèce de médium, puisqu'elle voit les fantômes, donc elle voit le C'est couple, machin. Et là, c'est 80% du film, donc. Donc là, c'est les 30% qui restent, mais donc, il est au Beetlejuice. Bah, c'est les 20 derniers pourcents Beetlejuice. Beetlejuice, dans ce film, n'existe pas. Je crois qu'il a 15 minutes à l'écran. C'est possible. Et donc, Beetlejuice, qu'est-ce que c'est? C'est que, au moment où les mecs comprennent que, la nouvelle famille va littéralement changer, transformer, mais totalement leur baraque, décide de les effrayer, de les hanter, entre guillemets, mais ils sont complètement nazes, parce que ils savent pas faire, et donc ils font appel à un exorciste à l'envers. Donc Beetlejuice, qui est visiblement spécialisé dans l'exorcisme des êtres humains. Donc, vous êtes possédé par des êtres humains, appelez je sais plus c'est quoi le terme qu'il utilise dans le film, mais bon, appelez Beetlejuice, qui va vous désexorciser de ces connards d'humains. Et c'est ce qu'il fait. Et dans un film qui est terrifiant, j'ai pas vu le dernier Beetlejuice. Autant le dire maintenant, j'ai pas vu. Je sais pas si tu l'as vu toi, d'ailleurs. Non. Beetlejuice, le 2, donc celui qui est sorti là au moment où on enregistre, qui est sorti il y a quelques mois. Je suis convaincu. En fait, je sais que je vais pas le voir. Je sais que j'irai voir Deadpool et Wolverine. Je me saoule à le regarder, mais je sais que Beetlejuice 2, c'est mort. Je vais même pas perdre mon temps parce que je sais très bien qu'ils n'atteindront jamais le niveau de violence et de sérieux, en fait, du premier. C'est vous, ceux qui écoutent ce podcast, vous me direz. N'hésitez pas à mettre des commentaires, mais si vous comparez les deux, je suis convaincu c'est sans commune mesure. Parce que Beetlejuice, c'est que des images, mais genre terrifiantes, mais genre sales. Et Beetlejuice lui-même, et pareil, on revient à la thématique, en fait, des deux dessins animés de Beetlejuice et The Mask. Beetlejuice, c'est un psychopathe, pervers, sexuel, violeur au dernier degré, qui fait des trucs dégueulasses pendant tout le film, qui essaye de se taper la femme de... c'est quoi, c'est Alec Baldwin, je crois, dans le film, je sais plus. Non, c'est la fille. Non, il veut pas... Oui, non, il veut se marier avec Il elle, se marie avec elle. mais il plotte... Oui. il plotte tout le monde, tu vois. Donc, c'est ça, The Beetlejuice. Et The Mask, c'est pareil. C'est un mec qui a complètement pété le plomb, je parle du film, qui est chaud de la bite, quoi. On peut pas le dire dans d'autres termes. Et je suis convaincu que c'est pas possible qu'ils aient fait ça en 2024 avec Beetlejuice. Ils l'ont forcément édulcoré. De toute façon, on verra, hein, peut-être que j'ai tort. Mais même si c'est pas le cas, ils auront jamais le culot, en fait, de le faire à ce point-là trash. C'est vraiment, vraiment vénère, quoi. Et effectivement, parce que quitte à être un dégueulasse, autant y aller jusqu'au bout, il est aussi pédophile, puisqu'il veut se marier avec la petite. C'est ça. Qui fera, hein, d'ailleurs. Mais tu sais que, de base, le scénario original, et c'est aussi un des trucs qui est assez marrant avec The Mask, mais c'est que le scénario original, donc il a été fait par un McDowell, était encore plus trash. Oui, c'est ce que j'ai vu. Donc, dans les grandes lignes, dans le film actuel, il essaye de les effrayer. Ouais. Dans le scénario original, il essaye de tuer la famille. Et il n'essaie pas de se marier avec Lydia, il essaye de violer Lydia. Et dans le scénario original, la famille avait 2 enfants, il démembre le 2e enfant. Ouais. C'est hardcore de chez hardcore. Mais en fait, le McDowell, j'ai un peu regardé aussi ce qu'il faisait. Faut savoir que le mec a quand même un doctorat à Harvard, hein, donc c'est pas n'importe qui. Donc il a fait quelque chose assez, de longues études, mais il s'est ensuite redirigé vers le scénario. Et il faut savoir que sa thèse de doctorat, c'était comportement américain envers la mort. Donc je crois qu'il avait déjà quelque chose à ce niveau-là. Ouais. Et c'est Gina Davis, pardon, c'est bien Alec Baldwin, mais c'est Gina Davis qui plotte tout le temps. Gina Davis, elle est toute jeune, hein, dans le film, hein. Bon, elle a pas 15 ans non plus. Oui. Mais elle est toute jeune, donc elle est toute mignonne, j'ai toujours adoré cette actrice. Elle se fait plotter, mais à tous les plans où il y a Beetlejuice et elle, donc c'est abusé. Ah ouais, donc le scénario, en fait, ce scénario qui est donné à Tim Burton pour réaliser le film, sauf que quand ils voient le scénario, ils se disent non, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça. Et du coup, ils réécrivent un peu le scénario et le fameux McDowell s'en va du projet puisque au niveau créatif, il est en train de se dire c'est pas ce que je voulais moi. Moi, je voulais du sang. Démembrez-moi des enfants de 7 ans. Mais tu vois, ce qui est ouf, c'est que c'est justement mon rapport avec le dessin animé. Donc autant on vous a résumé un peu le film, autant revenir au dessin animé, c'est le principe. C'est que j'avais oublié en fait
que malgré le côté rigolo, mignon du dessin animé, on est toujours dans du Tim Burton. On est toujours dans... Alors, comme tu l'as résumé tout à l'heure, on est loin du film, du coup, puisque Beetlejuice, c'est là, pour le coup, c'est vraiment le personnage principal. Il est là à tous les épisodes et il est là tout le temps, contrairement au film. C'est un truc qu'on a tendance à oublier, mais en fait, c'est vrai que Beetlejuice, je crois même qu'à la base, il y a une blague avec le titre du film, parce que je crois que Tim Burton, il avait proposé Beetlejuice, alors que ça n'a aucun sens, puisqu'il n'est pas dans le film, et que les producteurs avaient dit « Non, c'est de la merde, mets-nous un nom genre Ghost House ou un truc comme ça. » Et lui, pour déconner, il avait fait une blague avec... Enfin, un jeu de mots foireux avec c'est Big Shit, mais shit, les draps. Ou un truc comme ça, tu vois, genre pour dire c'est des fantômes avec des draps, mais en fait, il avait mis un gros mot dedans, quoi. Et les producteurs ont fait « Mortel !» Et le problème, c'est que c'était une blague, donc... Tim Burton était là, ah merde, ils aiment bien. Voilà. Donc, il a réussi quand même à faire passer le truc de Beetlejuice. Mais là, pour son dessin animé, non, là, c'est vraiment, il est là tout le temps. On va dire que la famille de Lydia, elle est toujours là. Les premiers morts, donc Gina Davis, Alec Baldwin, eux, on n'en parle plus. Mais là, c'est plus ou moins, on va dire, les parents de Lydia sont le moyen d'ancrer dans le réel les épisodes. Mais Lydia, c'est vraiment une meuf qui se sent pas bien et qui est complètement névrosée. Et donc régulièrement, les épisodes commencent par un truc qui se passe dans sa famille, donc c'est pas forcément un problème, mais c'est juste une situation, une intro ancrée dans le réel où sa famille est là. Et puis très vite, elle va dire donc ces fameux 3 mots. C'est vrai qu'on l'a même pas dit le principe, mais on invoque Beetlejuice en disant son nom 3 fois de suite, et il apparaît et c'est le bordel. Ça me fait très penser à Candyman. Oui, c'est vrai, moins le miroir. C'est 5 fois, je crois, Candyman, d'ailleurs, devant le miroir. Je sais pas, je suis jamais allé au bout, donc... T'as jamais vu un Candyman en entier ? Non, j'ai jamais prononcé son nom. Ah, t'es naze. T'es con, parce que moi, je l'ai fait, en plus, j'ai un peu honte. C'est ça le problème. Je vais pas chercher des problèmes pour moi. J'ai bien compris que le dire plusieurs fois, ça suffisait. Si je le dis pour me faire un peu de frayeur, tu vois, je vais le dire une fois. Excellent drame social, Candyman. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, il faut impérativement voir Candyman. Ils l'ont remaké aussi récemment, d'ailleurs. Ouais, j'ai vu le remake aussi récemment, ouais, c'était pas mal. Bon. Mais oui, moi je l'ai fait et je tremblais quand je l'ai fait. Non mais attends, mais c'est bon là. Vas-y, pourquoi tu me fais sortir des dossiers tout le temps ? C'est insupportable. Bref. Donc oui, tu dis 3 fois le nom de Beetlejuice. Alors dans le film, il apparaît et c'est spectaculairement relou. Dans le dessin animé, ça change carrément le monde, quoi. C'est comme si il embarquait Lydia dans le monde des morts, ce qui est pas vraiment le cas en fait dans le film. Ouais. Mais là, ça lui permet de vivre des aventures avec vraiment un panel de monstres chelous des enfers qui est assez ouf. Et je vais pas mentir, hein, j'ai pas kiffé. C'est pas non mais c'est pas un truc. Tu vois, si on n'avait pas préparé le podcast, je me serais peut-être arrêté à 10 minutes d'épisode. Mais en vrai de vrai, passé le premier épisode, je me suis dit, mais ça met la pige à tellement de productions actuelles que je pense que c'est mon rapport à ce côté enfantin, tu vois, ouais. au fait que Tim Burton il fasse ce qu'il veut, c'est-à-dire remettre au premier plan la personne qui n'est pas intégrée à la société, de la revaloriser, de montrer en fait les qualités en fait de ces personnes qui sont décriées de tous, tu vois. Vous rentrez pas dans le moule, donc vous êtes relou. Mm-hmm. Et lui, en fait, il essaie vraiment de déconstruire ça, donc il remet ça au centre de son dessin animé. De toute façon, c'est le centre de son œuvre, pour moi, jusqu'à Big Fish. Et après, c'est n'importe quoi. Il fait n'importe quoi avec ses films. Et je pense que oui, il avait besoin d'évoluer, mais il évolue vers quelque chose qui me déplaît, en fait. En vrai, ça, c'est pas grave. Mon avis n'a pas forcément d'intérêt là-dessus. C'est juste moi qui trouve moins d'intérêt au cinéma de Tim Burton maintenant. Alors que j'ai toujours trouvé son cinéma incroyable. Mon Batman préféré, c'est le Batman 2, Batman Returns, qui est un truc complètement barré, justement, de monstres que Tim Burton a fait, qui est fantastique. Et le côté Walt Disney, qui est pas si vieux, du coup, tu vois, parce que le dessin animé, il le fait en 89, lui, il se barre de Disney en 84, au final, c'est comme s'il revenait un peu à ses premiers amours. En fait, tu sens l'implication du gars. Alors, je sais pas jusqu'à quel point il a participé, tu vois, au fil des séries. Mais en attendant, il a vraiment cadré son truc, c'est vraiment son univers. Et le fait qu'il le retranscrive de cette manière, sincèrement, c'était pas un mauvais moment. Après c'est que moi j'ai bien aimé dans le dessin animé, c'est en fait le rythme de l'épisode. Il y a dans un épisode plusieurs phases
qui est super sympa. L'histoire commence avec, comme tu l'as dit, une situation assez basique, qui est escaladée par l'intervention de Beetlejuice, qui ensuite, on sort complètement de cette situation qui est escaladée, machin, et on va dans une autre situation, c'est toujours la même mécanique, hein, mais qui est par le biais de Lydia résolue. Et en fait, il y a un rythme vraiment dans ça, et on sait jamais à quoi s'attendre. On sait jamais où l'épisode va finir. On se dit pas, voilà, ça va commencer avec ça. Et on sait que c'est ça qui va se passer. Je trouve qu'il y a un rythme qui est génial dans le truc, dans l'épisode, et aussi une capacité à surprendre. Une capacité à surprendre parce que soit on va se dire, mais c'est quoi ce monstre? Ou aussi les effets comiques que Beetlejuice fait, qui sont bien utilisés en fait. Il a des pouvoirs, c'est limite un dieu aussi, hein. Il a des pouvoirs de ouf. Il fait ce qu'il veut. Et pourtant il a un peu une kryptonite avec les vers là, les vers de sable. Ouais, il faut qu'on parle des vers de sable par contre. Ouais, et il a aussi en fait il a quand même une autre faiblesse qui est Lydia. Oui, c'est un peu il est toujours en train d'essayer de l'impressionner et donc d'avoir un espèce de comportement comme si, puisqu'il est un peu enfantin, il est pas complètement enfantin, mais il est un peu enfantin dans le dessin animé, ce qui fait que c'est un peu sa manière un peu il essaie de se responsabiliser pour plaire à Lydia ou enfin être en bon terme avec Lydia, quoi. Ouais. Mais oui, il faut qu'on parle effectivement des vers de sable, parce que bon, déjà, je suis désolé, je sais plus qui a fait les effets spéciaux dans Beetlejuice, mais ils sont très très cool. Ils sont encore très très cool, et il y a donc ce concept en fait de cette espèce de monde. Alors en gros, quand ils sont dans leur maison, quand ils sont forcés et contraints de rester dans leur maison, parce que s'ils ouvrent une porte, n'importe laquelle, ils arrivent dans un monde qui est littéralement dune en fait. Ils sont dans un monde de sable avec un ver de sable qui est très similaire au ver de sable de Dune, sauf qu'il est Tim Burtonesque. Donc c'est le ver de sable que vous avez pu voir dans les adaptations de Dune en film par exemple, mais d'une vision cauchemardesque des enfers à la Tim Burton, qui est vraiment hardcore quoi. Et effectivement c'est ultra dangereux, donc ils doivent surtout pas sortir de la baraque. Donc c'est pour ça en fait, c'est vrai que si je le dis pas pour résumer le film, ça n'a pas trop de sens, mais ils sont forcés de rester dans la maison, et c'est pour ça qu'ils veulent chasser les nouveaux arrivants. C'est parce que ils veulent être tranquilles, parce qu'ils sont condamnés à rester dans cette maison pour toute l'éternité en fait. Ils sortent, ils sont terminés. Et c'est le ver de sable, c'est effectivement la grande némésis, même la grande némésis tout court de toute la série, mais j'allais dire la grande némésis de Beetlejuice. Mais c'est vraiment le monstre, tu t'attaques pas à lui quoi. Et ça aussi c'est très fort de l'avoir réintégré dans le dessin animé, parce que avec toute la loufoquerie on va dire du dessin animé, parce que c'est très mignon, hein. Oui. C'est très très mignon Beetlejuice en dessin animé. Malgré toute cette loufoquerie rigolote, le ver des sables il est toujours aussi vénère dans le dessin animé quoi. C'est toujours un enjeu quoi qu'il soit là. Et pareil, tu vois, ça aussi c'est un des trucs qui le rapproche de The Mask. C'est en revoyant ça, je me suis dit mais c'est vrai que ça, comment est-ce que tu fais pour adapter pour enfants un film que les enfants ne sont pas censés avoir vu quoi. Tellement il est vénère et trash. Et c'est très compliqué parce que ça donne à ces deux œuvres, et je trouve j'allais dire en particulier à Beetlejuice, mais même pas en vrai. Parce que en revoyant des épisodes de The Mask et en relisant la BD, en vrai les deux sont schizophrènes. Les deux dessins animés sont complètement schizophrènes parce que ils doivent montrer de la violence, mais tout en étant tout le temps rigolo, quoi. Et ça donne des trucs trop chelous. Et je pense que c'est aussi pour ça que je peux pas dire que j'ai vraiment adoré les revoir. Par contre, je peux pas les insulter. Surtout Beetlejuice, c'est pas possible. Je trouve ça... En fait, c'est juste que je suis pas objectif quand moi je le dis, mais de manière objective, je suis obligé de constater qu'en fait, c'est super bien fait. C'est vraiment trop cool, c'est super bien fait. Moi, j'ai pas réussi à adhérer parce que je pense que j'ai cet a priori de vas-y, c'est trop rigolo pour moi. C'est trop enfantin pour moi. Mais force est de constater que c'est très créatif, c'est très cool. Mais c'est ultra schizo, quoi. Ouais. Parce que tu prends Beetlejuice, le film, tu l'adaptes en dessin animé, tu te dis, mais mon personnage, c'est un pervers au dernier degré. J'ai montré des visions macabres, mais des trucs, il y a des effets dans Beetlejuice, mais c'est terrifiant, en fait. Mais vraiment. Je pense notamment au moment où, tu sais, ils vont voir... on va dire c'est la meuf de l'administration. Il y a un truc d'administration dans Beetlejuice qui est génial. Le film de 88, c'est mortel. Le délire de, en fait, quand t'es mort, tu dois prendre un ticket.
Tu sais, t'es à la préfecture, en fait. Tu vois. Et c'est relou, tu vois. Et t'as cette meuf, en fait, qui leur explique des trucs, qui leur donne un livre des morts. Et tu sais, je sais pas si tu te rappelles de cette scène, mais ils vont la voir en disant, on a un problème, on a des nouveaux arrivants, comment est-ce qu'on peut les chasser? Après, fait, bah, essayez de les faire peur, essayez de leur faire peur. Montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Et en fait, ils savent pas qu'ils ont des pouvoirs de fantômes. Ouais. Tu vois, tu te rappelles de cette scène. Et donc, t'as Alec Baldwin. Il fait un truc chelou avec son visage. Il le déforme, machin. T'as Gina Davis, elle s'arrache les yeux. Mais c'est un délire, tu vois. Quand tu y penses, tu fais... Ouais, mais c'est chaud, en fait, ce que je suis en train de voir. Et donc, ils arrivent avec ces têtes de démons pour essayer de les théoriser, mais ils y arrivent pas, quoi. Et là, tu te dis, mais tu dois retranscrire ça en dessin animé pour un dessin animé pour enfants que les enfants sont... Enfin, ils sont pas censés avoir vu le matériau de base, quoi. Ouais, C'est très schizo pour moi comme truc. Ouais, mais je trouve que c'est bien fait. Je trouve que c'est bien réussi. En fait, je pense qu'on prend... ils ont dû se... Là, je me mets à la place du côté créatif. C'est prendre le concept sans prendre le film, forcément. Dans la manière dont le film a été fait. Ouais. C'est-à-dire, je récupère... Je sais que Beetlejuice se finit comme ça. Je récupère le fait que Beetlejuice soit un être avec des pouvoirs surnaturels, qu'il a un univers, un monde où il peut tout et rien se passer. Mm-hmm. Parce que ce qui est marrant, c'est que t'as aussi quand même une espèce de notion d'ordre. Donc t'as la police dans le monde de l'au-delà, t'as des gens, t'as des boutiques, voilà, il y a un vrai monde qui s'est construit, quoi. Donc il est loufoque, mais avec des règles aussi. Mm-hmm. Et en fait, se dire, bah voilà, j'étends une partie qu'on n'a pas vue dans le film, et c'est là où je vais m'amuser. Ouais, totalement. Et le concept et le personnage, oui, là pour le coup le personnage complètement, je diminue toute sa folie, toute sa malignerie, et j'en fais un personnage qui est complètement gentil, quoi. Ok, ouais, c'est ça. On peut peut-être aussi citer rapidement des cadors qui ont bossé sur Danny Elfman, qui a à la musique. Non, mais de toute façon, lui, fait ce thème. je l'appelle le génie du générique. C'est le génie du générique, ouais. Bah, il a bossé, il a beaucoup suivi la carrière de Tim Burton. Danny Elfman, c'est le phénoménal compositeur aussi de Sam Raimi, hein, des Spider-Man. Bon, on va pas citer tous ses films, mais ça aussi, j'ai pas réussi à trouver l'info, mais est-ce que Danny Elfman, parce qu'il est crédité, en fait, pour le dessin animé, mais est-ce que c'est juste qu'il est crédité parce que c'est son thème, ou est-ce qu'il a bossé aussi avec Tim Burton sur l'adaptation en dessin animé? Je n'ai pas l'info. Mais en attendant, il est crédité, puisque c'est le thème de Danny Elfman. Et c'est vrai qu'on l'a pas dit au début, mais pour bien comprendre, je l'ai évoqué que c'est un monstre en fait, Beetlejuice. On peut peut-être parler d'un peu de chiffres. Beetlejuice, c'est 15 millions de dollars de budget, et puis c'est un petit bifton de 75 millions au retour, tu vois. Donc ça impose tout de suite Tim Burton comme étant vous pouvez lui faire confiance, quoi. Et il va multiplier les dollars. Surtout qu'à l'époque, on est en 89, 88. 75 millions. C'est un beau billet, hein. C'est un beau billet. Quand t'as mis 15 millions à la base, c'est un beau billet, sachant que œuvre originale. C'est ça. Tu vois, là, c'est pas de droit d'auteur à payer, effectivement. Enfin, si, peut-être ils ont dû payer quelque chose pour McDowell, qui est le scénariste original, mais... Oui, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que tu capitalises pas sur une base de fans. Ouais. C'est que t'arrives et que tu dis, tenez, prenez mon film. Prenez mon film, ouais, exactement. Et donc ça, c'est une époque qu'on a du mal peut-être un peu à se souvenir. Et je sais pas si t'as autre chose à dire sur... Bah oui, juste un petit détail. Il a fait une apparition dans Teen Titans. Et je trouve que c'est super cool, parce que Teen Titans, c'est un dessin animé qui est assez loufoque. Moi, j'adore Teen Titans. C'est complètement barré. La base, c'est quand même normalement une équipe de super-héros. Ils font tout sauf être des super-héros. Et le fait qu'il y ait un épisode avec Beetlejuice, je trouve que c'est complètement dans le thème. Et du coup, moi, ce que j'aimerais bien voir, parce qu'on va parler, je pense qu'on va aller sur The Mask après, mais ce serait un crossover avec Freakazoid, Beetlejuice et The Mask. Oh, le relou. Le pire, c'est que ça pourrait, parce que j'ai parlé de Geffen tout à l'heure. Alors, Geffen, donc c'est le nom du producteur, mais c'est aussi le nom de sa société. C'est Geffen Film ou un truc comme ça, ou Geffen Production, je sais, Geffen, enfin bref, c'est Geffen quelque chose. Et c'est une boîte indé, mais qui a signé quasiment tous ses films chez Warner. D'où certainement le fait qu'ils aient pu ramener Beetlejuice chez les Teen Titans. Donc, j'ai envie de te dire, Freakazoid et Beetlejuice, c'est pas impossible, puisque les deux sont Warner. Et les deux sont passés dans les Teen Titans. Et les deux sont passés dans les Teen Titans, c'est vrai.
Bah, on peut passer à The Mask, parce que, bah, en fait, c'est vraiment la même chose, mais, en fait, c'est la même chose sur plein d'aspects, Ouais. mais c'est radicalement différent sur, on va dire, un aspect quasiment principal. C'est, comment le dire? Je parle toujours du dessin animé, hein. Mhm. C'est peut-être sur le côté un peu plus passe-partout que Beetlejuice, où là, on est vraiment sur quelque chose qui est caractérisé Tim Burton. C'est l'adaptation en dessin animé de The Mask est un poil plus, selon moi, un petit peu plus passe-partout. Et en même temps, je pense que c'est aussi dû à la boîte de prod qu'il y a derrière, qui est un peu plus passe-partout. Alors, je te lance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est The Mask. The Mask, tu vois, comme je disais, là, on a encore 3 saisons quand même. 54 épisodes. Donc, c'est sorti en syndication, de 95 à 97. Je crois que j'ai pas besoin de rappeler ce que syndication c'est, hein. C'est bon, on l'a fait dans plusieurs épisodes. Donc, allez écouter nos autres podcasts si vous voulez savoir ce que c'est de la syndication. Coup de presse. CP. En France, en 96 sur Canal+, et puis c'est rediffusé en 96 aussi sur M6 Kids, et c'est tout. Oui. Donc, Ouais. une durée de vie en France qui est très courte. Et pourtant, ça a marqué les esprits. Je suis sûr et certain que vous l'avez vu. Donc là, encore une fois, on suit le film. Et je pense que je vais directement expliquer ce que c'est et ce qui se passe dans le film. Comme ça, Oui. après, je pourrais expliquer ce qui se passe dans le dessin animé. Donc, dans le film, c'est un gars qui s'appelle Stanley Stanley Ipkiss, Ipkiss, employé de banque. un employé de banque qui est la plus grosse victime que vous ayez jamais connue. Donc tout le monde lui marche dessus, que ça soit son manager dans la banque, la personne qui traverse la rue lui met un CP, enfin bref, il est une victime Sa logeuse. et il a un manque de confiance en lui extraordinaire. C'est un cliché. C'est un cliché de ce qu'on pourrait appeler un loser, on va dire, Oui. et qui tombe sur un masque, donc un joli masque qui a l'air d'être en bois. C'est une espèce de texture un peu comme le bois, et qui le met. Et quand il le met, enfin il le met même pas, c'est même pas intentionnel qu'il le mette. En fait, il regarde le masque et le masque se colle à lui un peu. Il se transforme en fait en un avatar du dieu Loki. Donc le dieu Loki, hein, c'est le dieu de De la malice. la malice, du mensonge et de la malice. Du nordique. Donc, si vous avez regardé un peu Avengers et tout ça, vous savez que c'est le frère de Thor, tout ça. Par contre, dans le film, il le met, hein. C'est en fait, l'idée du masque, c'est que l'intérieur du masque, c'est un masque hypnotique, c'est aussi dans la bande dessinée. Le fait, en fait, de le regarder t'hypnotise. Voilà. Et donc, ça, il est représenté dans le film par le fait qu'il le passe dans la lumière. En fait, il le fait légèrement tourner et ça fait un effet de lumière très, très coloré. Et là, tu comprends, en fait, qu'il a été hypnotisé. Et en fait, il est, quand tu dis pas intentionnellement, en vrai, il apporte le masque à son visage. Le masque, il vient pas se coller à lui. Oui. Mais il le fait presque, en fait, dans un plan où t'as l'impression qu'il le fait à contre-cœur, quoi. Oui, mais c'est de toute façon, en fait, quand il le met la première fois, il y a un espèce de combat qui se fait. Oui. Il essaye de le retirer, en fait. Oui, parce qu'il Et est pas prêt au fait que ça essaie de lui bouffer le visage. Voilà, c'est ça. Et donc, il se transforme, en fait, en un avatar, une incarnation de Loki. Donc, il a une tête toute verte. Et en fait, je pense que Jim Carrey est l'acteur excellent, en fait, pour incarner à grand écran ce personnage, puisque, de manière générale, Jim Carrey avait des bonnes expressions faciales. Il a commencé sa carrière comme ça. Des expressions faciales qui sont superbes, etc. Et donc, ça a permis à donner une profondeur au personnage et un réalisme au personnage, même sans qu'il y ait besoin de faire d'effets spéciaux, en fait. Il avait le maquillage et après, c'était les expressions faciales de Jim Carrey. Bon, je continue quand même sur l'histoire. Et donc, du coup, une fois qu'il a ce masque et qu'il se transforme, sa personnalité change complètement. Il est extraverti au plus haut point. Il a une confiance en lui et en ses capacités. Et il a surtout des pouvoirs extraordinaires. Il a en fait la Toon Force. Il peut faire ce qu'il veut de lui et des gens et du monde qui l'entoure. Donc il a un contrôle sur la réalité, sur les gens, etc. Et évidemment, son but principal, c'est d'essayer d'attraper ces Camwanders, alors. Ben, tout le monde veut, c'est le but de tout le monde. Donc, il veut- À ce moment-là, je parle. Qui est une chanteuse du Coco Bongo. Toulout, toulout, touloulout.
Et donc, grâce au masque, en fait, il se permet d'aller la draguer. Et il est poursuivi par le mafieux chef le patron du Coco Bongo. Dorian Tyrell. Alors, j'aime bien la manière dont West a de dire la draguer, hein. L'agresser sexuellement, il voulait dire. Mais bon, c'est une forme de drague, visiblement. Et donc voilà, donc ensuite il devient un demi-dieu, hein, enfin presque un dieu puisqu'il est invincible, immortel et avec des pouvoirs, et il se joue de tout. Il a à aucun moment une peur quelconque, ni du mafieux, ni de la police, ni d'avoir peur d'aller faire tout ce qu'il fait à Cameron Diaz. Parce que ce qu'il faut dire dans le film, c'est que avec toute sa loserie débordante, il se réfugie en fait dans la télévision et dans les cartoons de Tex Avery. Oui. Et le masque, donc une des propriétés, parce qu'il y a un personnage d'un psychiatre, donc ils ont introduit dans le film un personnage de psychiatre, je sais pas s'il est dans la BD d'ailleurs, mais en tout cas il est dans le dessin animé. C'est un psychiatre un peu cynique, qui a très très peu d'apparitions dans le dessin animé, mais il va le voir pour essayer de comprendre ce qu'est le masque, et donc c'est ce psychiatre qui va lui expliquer que c'est potentiellement la caractérisation en fait de Loki, dieu de la malice. En gros, il est tellement reclus sur lui-même que il se réfugie dans les dessins animés, et le masque de Loki est censé exacerber ce que tu es intérieurement. Mmh. Donc ce qu'il est intérieurement, c'est que en fait c'est un timide refin, c'est un extraverti refoulé plutôt, c'est quelqu'un qui est captif quasiment de sa timidité, mais qui à l'intérieur aimerait tellement être le mec cool machin, et donc dans les dessins animés de Tex Avery qu'il regarde, il y a le fameux loup dragueur de Betty Boop ou des trucs comme ça, et il aimerait un peu être ce genre de personnage-là, sachant que dans les dessins animés de Tex Avery, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'il n'y a pas de notion de réalité, de temporalité, c'est-à-dire que tout ce qui est possible à l'écran pour rendre le dessin animé intéressant est faisable et réalisable puisque c'est un dessin animé, et donc ses pouvoirs lui permettant, c'est exactement ce qu'il va faire, puisque le masque va exacerber sa personnalité, il va pouvoir modifier absolument tout ce qui est autour de lui dans un délire de dessin animé en fait. Tout à fait, ouais. Donc le film s'achève par évidemment Jim Carrey, Stanley Ipkiss qui réussit à avoir Cameron Diaz, je ne me rappelle plus le nom du personnage, hein, et qui se rend compte qu'il n'a pas besoin du masque et s'en débarrasse. Quel beau message. Quel beau message. La série reprend, et c'est là encore une fois quand je dis qu'il y a des changements un peu de scénario, puisque c'est justement dans la série en fait il ne jette pas le masque et il n'est plus avec Cameron Diaz. Il est célibataire et avec un masque, mais il est toujours employé de banque et il est toujours victime quand il est Stanley Ipkiss. Moi j'ai lu plein de théories sur qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, parce qu'en fait les gens refusent que ce soit pas cohérent et que tu sais en fait contrairement à Men in Black, où tu sais Men in Black j'ai pas trouvé de théorie parce que je pense que c'est impossible. Tu sais Kai il est la fin de Men in Black c'est sans équivoque quoi, tu vois. Et moi j'ai lu des théories comme quoi comme dans le film il se débarrasse à un moment donné du masque, mais que son chien Milo, parce qu'il a aussi un chien qui est extrêmement cool et fidèle, c'est un Jack Russell, je crois, son chien. Ouais, c'est les petits chiens, là. C'est des petits chiens tout fous, avec plein d'énergie. Dans le film, il jette son masque, et en fait, déjà, il jette son masque une première fois par la fenêtre, et le masque revient. Oui. Mais t'as tout un truc aussi où le chien, carrément, dans le film, porte le masque, mais il lui rapporte. Parce qu'en fait, Milo, il aime bien jouer avec des trucs, et il lui rapporte des trucs. Et donc, la théorie, ce serait que quand il s'est débarrassé du masque et qu'il l'a jeté dans la flotte, en fait, son chien est allé le récupérer. Et donc il lui a ramené. Mais d'ailleurs, je crois que c'est carrément une scène de fin du film. Je crois que c'est une scène, hein, quand ça me chien, dit quelque chose, le chien se jette, mais on voit pas ce qu'il fait, mais on voit qu'il jette, je le crois. Je crois qu'il l'a récupéré, il se barre avec, et donc la théorie voudrait que le chien, en fait, il lui a ramené, et donc il a récupéré le truc. Il y a un autre délire qui est un peu marrant, c'est qu'il y a une scène coupée du film, je crois qu'il est disponible nulle part, il n'y a pas eu de director's cut de ce film, où le personnage de... comment s'appelle la fille qui le trahit là dans le film, elle meurt. Ah oui, ça pote journaliste. Ouais. Oui. En fait, elle meurt. Oh. Elle se fait fumer par Dorian Tyrell, et c'est pour ça qu'on la revoit pas de la fin du film. Et donc la blague, c'est que elle est toujours en vie, et elle a un grand rôle en plus dans le dessin animé. Dans le dessin animé, oui. Et là, quand tu lis les théories, c'est genre, bon là on n'a pas de théorie. Là, elle est revenue, mais... Bon après, si, la théorie c'est... Ouais, non, mais c'est pas dans le film. C'est vrai. Donc c'est pas dans le film, elle est pas morte. Mais justement, au niveau donc du film, comme je disais, il ne se débarrasse pas du masque, et donc il devient un peu un super-héros, en fait, ce qui n'est pas du tout le cas dans le film.
Dans le film, il fait ce qu'il veut. Enfin, il fait ce qu'il a envie de faire. C'est surtout ça. Il suit ses envies. Et dans la série, c'est un peu un super-héros, donc il essaye de faire des bonnes actions. Même si on reste quand même sur un principe où le masque, puisqu'il prend... il devient une personne on va dire à 100%, puisqu'on a maintenant une espèce de dualité où le masque dit Stanley va être fâché contre moi, ou Stanley me dit qu'il faut que j'aille faire ça. Donc en fait il y a maintenant une espèce de dualité et on a limite deux personnages quoi. C'est un split et on a deux individus, Stanley et le masque. T'as un épisode carrément où c'est double face. Oui. Où ils reprennent le principe de double face et t'as vraiment d'un côté le masque et de l'autre Stanley. Donc c'est contrairement au film où là on est sur normalement le même personnage, la même personne, sauf qu'elle est exacerbée, comme tu l'as dit, extravertie, et en fait c'est son subconscient qui prend le dessus sur le conscient quoi. Une chose qui est assez marrant aussi, c'est que tous les personnages du dessin animé, en fait, sont des personnages originaux uniquement dans le dessin animé. À part un personnage, je crois, qui est le Walter. Tous les autres méchants, en fait, ont été créés pour la série. Les méchants, parce que sinon, non, les personnages, ils sont pas tous... Ah non, parce qu'après, on a toujours le policier qui est resté. On a la journaliste et le psychologue, je crois, aussi, qui était dans le film. Et tous les méchants, on retrouve pas le mafieux, par exemple. Mais tous les autres sont des personnages qui ont été créés pour la série, mais qui n'existent même pas dans la BD. Ouais. À part justement Walter. À part Walter. On peut parler de la BD justement parce que c'est aussi le principe, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'on considère que c'est des derniers de la classe. Ça revient, c'est pour ça que c'est compliqué en fait de séparer les deux dessins animés, de séparer Beetlejuice et The Mask, parce que j'ai l'impression que je vais me répéter en parlant de The Mask. Mais voilà, quand on part de la bande dessinée et surtout, la transition est toute faite de Walter. En fait, c'est surréaliste d'avoir un dessin animé comme le The Mask en fait, parce que c'est effectivement très schizophrène The Mask. Donc, à la base, The Mask, c'est c'est une bande dessinée de Mike Richardson. Mike Richardson, qui est le fondateur en fait de Dark Horse, donc de l'éditeur Dark Horse, Dark Horse, je crois que ça a été créé en 86. Fondateur de Dark Horse en 1986, parce que il faut aussi cette année quelque part dans notre podcast. C'est pas moi qui décide des dates. Ce sera vérifié. Vérifions. Et donc ça a été c'est créé par Mike Richardson. J'ai du mal à prononcer son nom, c'est horrible. Mais moi, je vais un peu faire le relou. Parce que je devrais techniquement, puisque je veux présenter le dessin animé, vous parler d'un peu tous les scénaristes et tous les dessinateurs qui ont travaillé sur cette série. Mais non, je vais m'arrêter à John Arcudi et Doug Mahnke. Moi, j'ai commencé avec ces deux mecs. C'est des putains de génies. Si vous n'avez jamais lu The Mask, il faut impérativement lire The Mask. Et si vous n'avez jamais lu The Mask et que vous ne savez pas par quoi commencer, vous prenez n'importe quel The Mask, écrit par John Arcudi et dessiné par Doug Mahnke. C'est instantané. Donc, ils ont notamment fait... The Mask contre-attaque. Et en fait, le principe de The Mask en bande dessinée, c'est que il n'y a pas un personnage principal. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est propre au film. Et je trouve que le film, en fait, est très intelligent sur plein de points. Alors, il adapte très librement The Mask et la bande dessinée, mais au final, je trouve que c'est solide, en fait. C'est valable comme adaptation. C'est pas genre, oui, mais comme c'est pas au millimètre près, vous n'avez pas pris toute la folie meurtrière, en fait, de ce gars-là. Non, en fait, pour moi, c'est cohérent. Mais la base de The Mask, c'est que, déjà, il s'appelle pas vraiment The Mask, il s'appelle Big Ed. Oui. Dès lors que tu mets le masque, t'es Big Ed, ce tueur psychopathe qui est recherché par absolument toutes les autorités compétentes du monde entier, parce que c'est un tueur de masse fou. Et donc, comme dans le film, c'est normal puisque c'est la bande dessinée d'où tout ça part, ça exacerbe la personnalité de ceux qui le portent. Sauf que, comme on suit plusieurs personnages différents qui mettent le masque, en fait, la personnalité, c'est pas forcément un mec de Tex Avery. Oui. Ça peut être un psychopathe de base. Ça peut être... en fait, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. On va dire que le seul point commun, c'est que le masque va toujours faire des blagues en tuant des gens. À peu près. Ce qui se passe, c'est qu'il y a donc... Comme on est dans un univers, même si les personnages changent, enfin, le personnage principal qui met le masque change, puisque le personnage principal, en vrai, c'est Big Ed. Et donc, comme il a toujours la même tête, cette tête verte, au final, peu importe qui porte le masque, c'est pas très important. On va quand même retrouver donc ce personnage de Walter, qui est une masse, mais genre spectaculairement grande, quasiment invulnérable,
qui pourchasse le masque. Alors dans la bande dessinée, c'est un peu une entité toute seule. Il est un peu vraiment tout seul, Walter, mais il est genre terrifiant quoi. Et malgré tous les pouvoirs du masque, Walter est une vraie menace dans l'univers de la bande dessinée. Et donc on va quand même retrouver, je crois que c'est Calloway le nom du flic. Je crois qu'il y a un Calloway dans la bande dessinée aussi. Mais bon bref, il y a des flics qui cherchent donc Big Ed parce que c'est un vrai meurtrier sale, tu vois. Et Walter qui fait son petit bonhomme de chemin de son côté. Et dans Contre-Attaque, il arrive à lui arracher le masque et à le mettre. Et en fait, la particularité de Walter, et donc tu peux interpréter ça de la manière un peu dont tu veux, c'est que quand il met le masque, en fait, rien ne se passe. Walter, il a une énorme tête. En fait, c'est un monstre. Il est extrêmement gros. C'est quasiment une créature de Frankenstein à lui tout seul. Et avec des cicatrices partout. Enfin, c'est vraiment quelque chose, quoi, Walter. Dans son design, je le trouve vraiment très cool. Et quand il met le masque, en fait, il y a rien. Et d'ailleurs, ce sera dans le dessin animé. Il y a un moment où il met le masque, il se passe rien, quoi. Et donc, tu peux l'interpréter comme ce mec-là a rien en lui. Et donc, il y a rien à exacerber, tu vois. Et ça le rend encore plus terrifiant de se dire ça, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai interprété. C'est tellement, en fait, c'est une masse, enfin, j'allais dire informe, mais même pas informe. C'est juste une espèce de force de la nature qui a un objectif, c'est attraper le masque. En fait, il a rien à l'intérieur de lui que ça, quoi. Et donc, il met le masque et il peut rien se passer. Et donc, là où c'est très schizophrène, c'est que on part d'une bande dessinée qui est ultra trash, genre vraiment trash. On l'adapte en film. D'ailleurs, l'adaptation, c'est 94, je crois, de The Mask. Et The Mask Contre-Attaque de Doug Mahnke et John Arcudi, c'est 95. Moi, quand j'ai acheté les BD en 95, la 4e de couverture, il y avait la tête de Jim Carrey sur les BD. Donc c'est assez surprenant, mais bon, c'est une petite anecdote voilà comme ça. Donc on passe au film donc de 94 qui est très rigolo. Alors même s'il tue des gens, faut s'en rappeler. Alors c'est pas gore, mais il y a des gens qui meurent quoi dans The Mask. Il tire dessus, il fait des blagues comme ça, et puis même Dorian Tyrell à un moment il met le masque et puis il tue vraiment des gens. C'est pas le cœur du film, mais c'est dans le film. Et on passe donc de ça à l'adaptation du film en dessin animé, parce que c'est vraiment l'adaptation du film en dessin animé, sauf que il y a des éléments de la bande dessinée qui sont aussi dans le dessin animé. Et c'est là où ça devient schizophrène, c'est que ça ne se contente pas d'adapter à stricto sensu le film, avec Stanley Ipkiss, avec le côté c'est la tête de The Mask. Ils iront même jusqu'à prendre Emmanuel Curtil, qui est le doubleur, le comédien de doublage qui double Jim Carrey dans les films, pour doubler le personnage dans le dessin animé, donc pour avoir la cohérence en fait entre le film et le dessin animé. Donc on est vraiment dans le côté Tex Avery rigolo, mais en même temps avec Walter, avec tout ce qu'implique l'œuvre originale, la bande dessinée Trashos, The Mask, jusqu'à même aller avoir des épisodes où John Arcudi lui-même a scénarisé des épisodes du dessin animé, quoi. Donc ça fait une œuvre ultra chelou pour moi, où en fait j'ai l'impression qu'elle sait pas ce qu'elle veut faire en fait. Elle veut partir dans du vénère, elle veut se caler au film parce qu'au final elle n'existe pas sans le film. Tu vois, il y aurait pas eu d'adaptation dessin animé sans le film. C'est ça. C'est très particulier The Mask, et c'est pareil, c'est comment est-ce que t'adaptes ça. Alors The Mask, contrairement à Beetlejuice, j'imagine qu'il y a des enfants comme nous, même si j'ai vu Beetlejuice enfant, mais j'imagine que c'est un peu plus grand public, un peu plus rigolo parce que c'est Tex Avery que Beetlejuice, donc c'est un peu plus facile de ramener des enfants pour regarder le dessin animé. N'empêche que Jim Carrey, il essaye en The Mask de se taper de manière assez vénère Cameron Diaz, quoi. Mais même dans le dessin animé. Mais même dans le dessin animé. En fait, dès qu'il y a une femme, il ne se tient plus, en fait, le masque. Et il est inarrêtable, Big Ed. Non, mais oui, c'est vrai que il y a moi honnêtement, j'ai pris plus de plaisir sur Beetlejuice que sur The Mask. La raison étant que je trouve qu'il y a trop dans le film, ça va. Je pense que si je revois le film, je vais peut-être me dire il y a trop. Mais là, en fait, dans la série, c'est constamment essayer de faire un truc Looney Tunes, en fait. Ce qui est logique. Oui et non. Je pense qu'il y a un dosage qui aurait pu être fait, qui aurait fait que, malgré tout, ça reste fun, ça reste loony, que à chaque seconde, tu fais du loony. Ouais, mais c'est là aussi où c'est complexe. Mais pareil, en fait, c'est des trucs, en fait, que je comprends pas. C'est que, par exemple, j'aime pas les adaptations de Resident Evil en film. Mais au moins,
Le parti pris de faire Resident Evil le film, c'est de faire un film d'action. C'est pas de faire un film de zombies. Oui. Là où le jeu vidéo Resident Evil, il a dit, je vais prendre les films de George Romero, je vais prendre en fait toute la culture des années 60-70 de films d'horreur, et je vais le transposer à un jeu vidéo. Mais adapter ça, le concept même en film, c'est revenir en fait à l'œuvre originale, et donc ça n'a aucun intérêt parce que tu feras jamais mieux que l'original, et donc tu vas faire un sous-Wish George Romero. Donc ils ont fait quoi ? Ils ont fait un film d'action. Là, c'est de dire, on prend un film, on fait tout ce que les Looney Tunes font en dessin animé, mais on le fait en live action. Donc c'est intéressant. Mais là, tu demandes à un dessin animé de revenir aux Looney Tunes. Sauf que les Looney Tunes, ils l'ont déjà fait. C'est là où c'est très bizarre. Donc, je comprends ce que tu dis, et en même temps, moi, je me dis, mais quitte à le faire, et en fait, le truc, c'est qu'ils auraient dû pousser les potards à fond. De faire un truc, au contraire, extrêmement pénible, mais extrêmement Looney Tunes. En disant, bah justement, le personnage, c'est Looney Tunes x 1000. Et là, il y a une espèce de retenue, ce qui fait que, des fois, c'est, comme tu dis, c'est Looney Tunes, mais en vrai, c'est Looney Tunes cheap. Ouais. Enfin, plus Tex Avery d'ailleurs que Looney Tunes. Donc je sais pas sur quel pied danser avec The Mask. Moi, ça m'a donné, tu sais, on disait dans l'épisode des Samouraïs que Samurai Pizza 4, en fait, il y avait trop. Ouais. Et ben moi, ça m'a donné cet effet-là, en fait. Ce truc de, il y a trop. Alléger un petit peu et ce serait génial. Je prendrais mon pied. Là, il y a l'impression qu'il y a trop. Après, c'est vrai que j'en garde un bon souvenir, donc il y a peut-être des saisons qui sont meilleures que d'autres. Alors ça, on l'a peut-être pas dit, mais il y a 2 saisons. Et en fait, il y a 2 saisons pour nous. Il y a une 3e saison qu'on n'a jamais vue, qui est une saison juste américaine, qu'on a regardée, hein. Enfin, pas en entier, mais on a vu quelques épisodes. Et ça ressemble à la saison 1 et à la saison 2, quoi. Donc il n'y a pas de, on va dire, de raison dans la saison 3 pour ne pas nous l'avoir diffusé. Si ce n'est que peut-être The Mask, contrairement à Beetlejuice qui, comme on l'a dit au début, a encore une actu, pour une raison que je sais pas pourquoi, mais en fait, a disparu totalement. The Mask, c'est quand même des bandes dessinées qui sont extrêmement fortes. C'est un film qui a tout niqué au box-office. C'est un ovni aussi à ce moment-là. Alors Ouais, que Beetlejuice, ça se rapproche d'un autre film à grand succès, La Famille Adams. Ça, tu peux le voir comme ça. ça reste dans un univers, du coup, d'où l'expression burtonienne, parce que le mec a créé un univers vraiment. Donc il y a tout, en fait, il y a une, ça suit un truc qui est plus que le film simplement. Alors que The Mask, il y a rien d'autre. Mais ça veut pas dire que ça aurait pas dû lancer quelque chose, parce que The Mask, c'est 20 millions de dollars de budget, 351 millions de recettes. Ah ouais, bah. 351 millions. Tu vois, c'est... On parle de chiffres qui veulent plus rien dire. Et pour la blague, parce que quand on voit ça, en fait, bah, c'est logique que le film ait autant marché. Enfin, le film a bien marché parce qu'il est mortel. Oui. Moi, j'adore ce film. Et c'est normal, en fait, qu'il ait engrossé autant de thunes. Derrière, les budgets, c'est pas les mêmes. J'ai bien dit qu'il avait coûté... c'est une moyenne, hein, 20 millions, c'est une moyenne. Parce qu'en fait, c'est pas clair, les chiffres, mais c'est entre 18 et 23... mais on va faire la moyenne, on va dire 20 millions. Mais par exemple, la suite, Le Fils du Masque, c'est un autre délire. Le Fils du Masque, c'est 100 millions de dollars de budget. 100 millions. C'est pas 20. C'est 100 millions et c'est 60 millions de recettes. Et c'est ça qui est surprenant. Alors, pas pour le film, parce que le film est naze, mais c'est surprenant qu'il y ait rien d'autre, quoi. Que The Mask, il soit vraiment... En fait, que The Mask, c'est Jim Carrey. Ouais. Et tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est que potentiellement le dessin animé, alors que il fait 2 saisons, c'est-à-dire qu'il est re-signé derrière, peut-être même qu'on signe 2 saisons directement, mais que cette hype, elle est disparue comme elle soit venue, malgré on va dire la continuité de l'esprit The Mask avec notamment le dessin animé, quoi. En fait, ça a pas pris. C'est très bizarre que c'est pas pris vu le succès du premier film. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Et surtout, je me rappelle que l'impact dans la pop culture que ça a eu à l'époque, la chanson qui chante là et que tout le monde reprenait, qui était déjà qui est une chanson existante, elle n'a pas été créée pour le film, mais que tout le monde reprenait, les expressions, le splendide qui était repris à tout va. La carrière de Jim Carrey. Oui, Jim Carrey derrière. Juste la carrière. En fait, on pourrait juste résumer ça à mais quelle carrière il a eu Jim Carrey après ce film.
c'est pas c'est sans commune mesure avec un truc genre Dumb and Dumber, quoi. C'est pas du tout pareil. C'est pas, même si, alors, je sais plus par contre les dates là. Par contre, je vais pas me lancer là-dedans parce que je me rappelle sincèrement pas de la sortie de Ace Ventura. Donc, est-ce que ça a été fait avant ou après? Mais en fait, c'est pas le truc. C'est que quoi qu'il arrive, à ce moment-là, Jim Carrey c'est The Mask. C'est pas Ace Ventura, quoi. Non. C'est The Mask parce qu'il est trop fort dedans, parce que je sais que moi je me rappelle de critiques de Ace Ventura où c'est lourd. Moi ça me fait rire le film. Enfin les deux d'ailleurs me font vraiment marrer. Mais il y avait ce truc qui revenait de vas-y, c'est de l'humour en dessous de la ceinture, c'est lourd. Mais en vrai, l'humour en dessous de la ceinture, il est dans The Mask aussi, tu vois, c'est beaucoup un humour en dessous de la ceinture. C'est aussi de l'humour appuyé, mais c'est des effets spéciaux de taré, c'est un concept de fou, c'est Jim Carrey qui est au sommet de sa carrière. C'est Jim Carrey, il pourrait être quasiment, malheureusement, être résumé à ce rôle-là, quoi. S'il l'a pas, il a pas la carrière derrière qu'il a, quoi. Qui le lance, en fait, qui le propulse à un autre niveau dans sa carrière, effectivement, oui. Mais je sais pas, je peux pas dire, mais c'est vrai que moi, en fait, quand je pense à The Mask, ça reste un ovni. Ça reste un ovni dans le cinéma, alors que quand tu me dis Beetlejuice, bah, tout de suite, je vois des autres films de Tim Burton, je vois La Famille Adams, qui est un peu dans la même pensée, le même, pas genre, mais enfin, si, un peu, parce que pour moi, Mercredi et Lydia, c'est pratiquement le même personnage, en fait. Ça se ressemble. On va dire que ça se ressemble. On peut dire que le film, il a été réalisé par Chuck Russell. Alors, réalisateur Chuck Russell, mais producteur, et il a fait des trucs. Chuck Russell, je pense que c'est aussi pour ça que les films marchent, hein, c'est parce que Chuck Russell, c'est un mec un peu cool, qui fait pas des grands films. On va pas se mentir. Par contre, il a quand même fait, je crois que son premier film, c'est un Freddy. Je me demande si c'est pas le 3. Je me demande si c'est pas Freddy 3, qui est pas nul. Contrairement à plein de Freddy qui sont vraiment éclatés, quoi. Mais je crois que c'est pas le pire Freddy 3. Mais il a pas une grande carrière. C'est plus un producteur. Il a pas une grande carrière, Chuck Russell, en tant que réalisateur. Mais il fera des films. Ouais. On les a pas forcément vus, mais on les a en tête. Genre le Blob. Il a fait L'Effaceur. Avec Chauncey. Tu te rappelles pas de L'Effaceur? Votre nom est effacé. Oh, mais vas-y, tu me fatigues. L'Effaceur avec Schwarzenegger qui tire ses deux gros flingues pistolets laser là. En fait, ils ont fait un film sur un concept. C'est Schwarzenegger qui tient deux fusils. Mais je sais pas pourquoi, mais ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à... Tu sais, quand t'as ce truc derrière où tu dis, ça me parle, mais t'arrives pas à bien voir le truc, mais surtout la phrase que t'as dit, votre nom est effacé, en fait, ça me parle. Peut-être que ça va plus te parler. Vanessa Williams. Parce que ce film ne tient que sur Vanessa Williams aussi, l'ex de... Non, attends, il n'y a pas de potins, ça sert à rien, les potins ici. On s'en fout. Les Vanessa Williams, putain, bon sang de bonsoir. Incroyable, pas actrice d'ailleurs. Il a fait Le Roi Scorpion. Ah ouais? Il a fait trucs chelous. Alors, moi, j'avais une question, parce que j'ai vu son nom, mais je me suis pas renseigné. Un lien de famille avec Kurt Russell? Non, je crois pas. Ok. Je crois pas. C'est un nom de famille assez commun, j'imagine. Non, mais si ça se trouve, oui, hein. Mais je crois pas. Va savoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, si, il est producteur. Alors, il est producteur, et ça, c'est cool. Chuck Russell, en fait, c'est surtout pour ça que je retiens le nom de Chuck Russell, c'est que, en tant que réal, c'est pas ouf, selon moi, mais en tant que producteur, il est producteur sur Collateral de Michael Mann, et ça pète la classe. Ok? Si vous avez pas vu Collateral de Michael Mann, regardez Collateral de Michael Mann, ça pète la classe. Avec Jamie Foxx et Tom Cruise. Incroyable film. Oui. Est-ce qu'on a autre chose à dire? Bah moi, je vais juste revenir quand même sur Dark Horse. Parce que... Revenir sur Dark Horse, carrément. Attends, si, je voulais juste préciser un truc sur Beetlejuice que j'ai pas dit, mais très très succinctement. C'est que il a deux génériques différents, Beetlejuice. Je parle du dessin animé. Ok. Et les deux génériques sont incroyables. Autant le dessin animé, je vais pas revenir dessus parce que voilà, j'ai pas forcément surkiffé, mais je lui trouve énormément de qualité. Mais une de ses qualités principales, c'est ces deux génériques qui sont incroyables, quoi. C'est alors le premier générique, c'est un peu tiré de, il y a des scènes d'un épisode, mais c'est tellement bien remonté avec une musique incroyable, ça donne vraiment cette impression en fait de générique original. Et le deuxième, par contre, il est complètement, en fait, les deux génériques se finissent par le titre Beetlejuice d'un côté, Lydia de l'autre, et Beetlejuice fait une petite blague. Donc dans le premier générique, ça s'arrête et vraiment enfin au moment où t'as le fondu en noir, tu le distingues à peine. Il fait un petit pas de danse de merde et t'as Lydia qui se tape une barre.
Et je trouve ça trop mignon. Et dans le deuxième générique, qui est vraiment mortel, hein, le deuxième générique, au moment où le titre Beetlejuice apparaît, il tombe par terre avec une rose, mais quasiment morte, quoi. Tu vois, comme si, c'est un mort, quoi. Et pareil, t'as Lydia qui, genre, se met une tape sur le front en disant qu'est-ce qu'il est con, quoi. Et ils me font délirer, les deux génériques sont vraiment très cool. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord, ok. Je crois que j'ai dû voir que le premier, alors. Ok. Parce que ça me parle, le truc de... Bah oui, c'est quand, en fait, c'est la partie où on voit justement la transformation de Chachang. Voilà. Quand... Ça, c'est tiré d'un épisode. Et le deuxième générique, je te le recommande. Il est vraiment, vraiment sympa. D'accord. Ouais, donc je voulais aussi parler un peu de Dark Horse parce que je trouve que c'est une maison d'édition qui est assez sympa. Mm-hmm. Comme on l'a dit, ça a été créé par Mike Richardson, donc un mec qui travaillait pour Marvel et qui décide un jour de dire hey, viens, j'ouvre ma maison d'édition où vous pourrez sortir des livres, mais vous gardez les droits Exactement. sur vos créations. Creative Honor. Qui était pas le cas justement, qui n'est toujours pas le cas d'ailleurs chez Marvel et chez DC et deux grosses maisons d'édition de super-héros, qui d'ailleurs je vais revenir sur super-héros, qui et donc du coup qui là permet en fait aux auteurs, aux artistes de créer et de garder en fait les droits et donc d'être rémunérés convenablement sur leur création. Et donc ils ont je pense que tu le connais mieux que moi, mais ils ont vraiment un catalogue qui est pratiquement tout ce qui a été fait de manière créative et en termes de nouveautés de ces dernières années. Alors je sais qu'il y a une partie de nos auditeurs qui viennent, qui sont fans de jeux vidéo, et donc je m'adresse à toutes les personnes qui aiment un peu le jeu vidéo et qui s'intéressent un peu à la création d'un jeu vidéo. Dark Horse a aussi les droits sur les artbooks de quasiment toutes les licences. Donc de là où nous enregistrons, nous pouvons voir, et donc j'indique à West où se trouvent ces livres, mais The Last of Us 1 et 2, Uncharted 4, Metal Gear Solid 5, Fallout 4, etc. Là, un artbook aussi sur Quantic Dream, de mémoire sur Detroit Become Human. Tout ça, c'est édité par Dark Horse. Donc si vous vous baladez sur leur site et que ça vous intéresse un peu de savoir les coulisses en fait dans des vraiment belles éditions de livres, et vraiment ils se fichent pas de vous quoi, Dark Horse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On leur fait de la com, ils en ont pas besoin, hein, parce que c'est Dark Horse, mais je parle juste pour vous en fait, si ça vous intéresse. C'est des artbooks donc où on suit vraiment toute l'équipe créative avec des artworks mais mortels, genre vraiment je vous recommande 1001 fois les artbooks de The Last of Us. Vous allez péter un câble dessus. Avec vraiment même les concepts qui ont été refusés, etc. Et tout ça, c'est Dark Horse qui s'en charge. Ouais. Il y a aussi pas mal d'adaptations de licences genre Star Wars à l'époque. Je crois, oui. Plus maintenant, j'imagine, puisque ça a été récupéré par Disney, mais à l'époque, oui, Star Wars, enfin tout plein de trucs comme ça. Mais c'est surtout, c'est eux qui font, c'est eux qui ont fait Spawn. Non, c'est pas Spawn. C'est Image, c'est des maisons d'édition un peu similaires. Un peu similaires, ouais. Mais en fait, il y a en fait, ils ont un catalogue et j'ai pas pris les détails parce que j'ai pas le temps, mais effectivement, c'est beaucoup de choses et beaucoup de films aussi qui ont été adaptés par rapport à leur bande dessinée, ouais. Non, ils ont un vrai catalogue Dark Horse. Et moi, j'aime beaucoup cette maison d'édition. Et comme je t'ai dit là, vraiment, parce que ça fait un moment que j'ai pas acheté un truc de Dark Horse. Je parle en bande dessinée, mais là c'est vraiment les artbooks jeux vidéo qui font. Comme tu peux le voir, j'en ai pris. Ça m'a coûté un petit billet quand même. C'est d'avoir ça chez moi, mais ça les vaut. Alors autre chose à rajouter ? J'ai envie de dire, j'aimerais conclure, en tout cas pour ma part, sur The Mask, en disant je reviens à ce que j'ai dit au tout début, c'est-à-dire je serais pas forcément triste. Et là, je pense que je me déplacerais en salle si jamais il refaisait The Mask en film. Parce que comme je l'ai dit, le dessin animé, en fait, essaie d'adapter deux médias différents, la bande dessinée et le film en même temps. Et la bande dessinée est tellement un terreau de créativité spectaculaire, avec tout et n'importe quoi, avec des personnages, mais tous différents, avec des intrigues vraiment tous différentes, avec quelque chose qui est vraiment... mais très très éloigné de l'adaptation au film en fait. Hein. C'est vraiment très personnel
le parti pris en fait qu'il y a dans l'adaptation de The Mask en film, que de voir un film The Mask maintenant 2024-2025 avec peut-être pas Stanley Ipkiss, avec peut-être une autre démarche que de faire du Tex Avery, qui est complètement valable, hein, je le répète, dans l'adaptation avec Jim Carrey, c'est totalement valable puisque le principe du masque, c'est que ça exacerbe ta personnalité. Mais de faire un film avec justement un personnage qui serait totalement à l'opposé ou peut-être pas à l'opposé, mais totalement différent en tout cas de Stanley Ipkiss, il y a des trucs qui sont pas explorés en bande dessinée et c'est le seul truc où je me dis on pourrait faire un reboot qui serait vraiment différent et qui donnerait une autre lecture en termes de film plutôt que de faire un énième Beetlejuice qui me fatigue déjà, tu vois, et en fait de réadapter ou de rebooter des trucs qui étaient déjà solides de base. Alors que là, avec The Mask, il y a un côté, mais le film est solide. Mais vous pouvez faire vraiment autre chose. Ah là, vous pourriez faire une franchise, vous pourriez faire un... Totalement, ouais. Ouais, c'est vrai. Petite note d'espoir pour terminer. Ouais. N'hésitez pas à être créatif. Non, mais moi, voilà, si changera. vous m'écoutez, moi, je suis toujours encore sur mon crossover, hein, faites-le. Ce serait certainement le dessin animé le plus déjanté qui existe sur Terre. Mais qu'il y a eu beaucoup de crossovers de The Mask d'ailleurs. Hein. Oui, d'ailleurs, oui, c'est vrai. Il y a eu Lobo The Mask, il y a eu Grifter The Mask, Joker The Mask. Ouais, ça doit être sympa. Alors j'ai failli l'acheter, hein. Mais Lobo The Mask, c'est incroyable. Ouais, Deux personnages immortels qui font n'importe quoi, c'est chambé. Bah écoute, donnez un crossover à West. Donnez-moi mon crossover. Et je reviens sur ma petite anecdote par rapport au terme super-héros. Apparemment, le terme super-héros aux États-Unis avait été licencié, mis sous brevet par DC et Marvel. Ils étaient les seuls à pouvoir utiliser le terme super-héros. Cool. Jusqu'à récemment, je crois, la semaine dernière. C'est pas vrai? Oui. Génial. Jusqu'à la semaine dernière, au moment où on enregistre. Oui, jusqu'à la semaine dernière où effectivement ils ont enfin autorisé et donc du coup ça expliquait pas mal de choses, notamment des gens qui disaient bah oui c'est vrai que dans The Boys par exemple ils ne disent pas super-héros. Ah ok. Ils disent subs. D'accord, ok. Et certainement dans d'autres œuvres on n'a jamais fait attention en fait qu'ils n'utilisent pas le terme super-héros, peut-être pour ces raisons-là. Eh ben écoute, on a appris un truc aujourd'hui. On a appris un truc, c'est ne saoulez pas des grandes majors. Sinon, ayez des bons avocats. Mes bons avocats. Merci West. Merci Toki. On se dit à dans un mois. Et on est proche de la fin. Ouais. Il nous en reste quoi? 2. Dans 2 épisodes. Partagez. Sincèrement. On se fait jamais de pub à la fin. Mais là on est à la fin. Allez, on va se le permettre. N'hésitez pas à partager ce podcast si il vous parle. N'hésitez pas à le faire découvrir à des gens. Parce que c'est comme ça qu'on arrivera à se développer, hein, de toute façon. On est à la fin du concept Les Derniers de la Classe. Parce que c'est pas un concept qui était voué à durer. Par contre, ça veut pas dire que les podcasts ils vont disparaître. C'est ça. Déjà, parce qu'ils ont eu... en tout cas, les podcasts Les Derniers de la Classe, ils sont là. Donc, ils peuvent être partagés forever and ad vitam, exactement. Mais nous, de notre côté, on continue de travailler. Et donc... d'essayer de trouver d'autres concepts et de poursuivre, on va dire, ce truc qui nous plaît vraiment, parce que même si ça faisait longtemps qu'on n'a pas enregistré, c'était très plaisant de se retrouver et d'enregistrer cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager. Juste le partager, ça nous suffit. Et c'est déjà énorme. Et surtout, merci pour votre assiduité. Merci de revenir tous les mois et nous écouter. Et de nous vraiment très très cool. Et on se dit à dans un mois, mangez pas trop de bonbons. Vous déguisez pas trop comme des chèvres. Ouais. Mais sinon, allez toquer au port. Mais non, mais c'est exactement ce que je dis de pas faire. Non mais faites pas ça. Non mais vous toquez au port, mais vous dites non, je prends pas de bonbons des étrangers. Non, mais rappelez-vous qu'on est à Paris, on n'est pas censé être des mecs cool. Bon, on n'enregistre pas à Paris au moment où on est en train de dire ça. Mais on est des citadins, ok? On ne toque pas chez les gens. On n'est pas censé leur dire bonjour d'ailleurs. Rappelez-vous de qui vous êtes. Souvenez-vous qui vous êtes. C'est pas une phrase d'un film, ça? Souviens-toi qui tu es. Si, c'est Simba. C'est Mufasa qui l'a dit. Souviens-toi qui tu es. Donc, ne toquez pas fort. Passez des bonnes fêtes. Mais bon, si vous voulez habiller vos enfants un peu rigolos, faites-leur un kiff quand même. Allez, ça passe. À très bientôt. Très bientôt. Ciao, ciao.